L'équipe de France et les Pays-Bas se neutralisent, mais l'équipe de France a eu chaud, a eu très très chaud avec un but refusé à la 68e de jeu pour 68e minute de jeu pour un hors-jeu de position. On va y revenir avec toute l'équipe qui est présente, Bruno Derrien, Daniel Cousin, Solange Droual et Basile Boli. L'équipe de France a eu chaud, très chaud, Basile Boli. L'équipe de France a eu chaud, elle s'en est bien sortie. Heureusement, le but a été refusé. On a vu une équipe de France qui n'avait pas une justesse technique dans les 6 mètres. Il n'y avait pas une concentration, il y a eu beaucoup d'emballage, mais en fait, la passe juste, on a eu 2 occasions vraiment où Rabiot pouvait frapper tout seul, N'Golo Kanté pouvait frapper tout seul, il a fait une passe. En plus, ils étaient à 3 mètres des buts, il y a eu vraiment pas mal de déchets offensifs, ce qui a permis à l'équipe de Hollande d'être en confiance. Et malheureusement, le but a été refusé. Je pense que là, franchement, l'équipe de France s'en sort très, très, très bien. Bonne opération, notamment. Avant ça, il y a eu une action manquée en deuxième mi-temps d'Antoine Griezmann, qui était le capitaine du jour, avec cette énorme occasion pour les Bleus à la 65e minute, avec Griezmann tout proche de la mettre au fond du filet, après une passe de Kanté. Ouais, Kanté, je pense qu'il aurait pu prendre sa chance. Il était mieux placé que Griezmann. Il était un peu altruiste. Malheureusement, Griezmann glisse quand il a le ballon dans ses pieds. Et il a du mal à pousser. C'est le contrôle. S'il mettait peut-être... première intention. En première intention, il aurait pu... normalement, dans ses je veux dire, quand il est souvent comme ça, Griezmann, il marque des buts. Et là, je ne sais pas pourquoi, il voulait contrôler pour pouvoir mettre le plat de pied. Griezmann qui a été très présent tout au long de ce match, avec beaucoup d'occasions, mais il ne finit pas. Daniel. Il a manqué d'efficacité. Il était souvent bien placé. Après, le ballon qu'il reçoit sur la dernière occasion, il était un peu avec des rebonds. C'était pas facile le temps de la remettre au sol, de se retourner. Mais il a eu des occasions de marquer. Voilà, il n'a pas été en réussite ce soir. C'est dommage pour l'équipe de France, tout simplement. Est-ce que l'équipe de France souffre de l'absence de son capitaine, Kylian Mbappé? Il y aura forcément, vous savez, dans les prochains jours, des débats autour de cette Kylian dépendance ou pas. Basile, la France est dépendante de Kylian Mbappé, de son meilleur joueur, oui, forcément, mais ça s'est peut-être ressenti dans ce match? Ça s'est ressenti dans ce match parce qu'il apporte un poids offensif important dans cette tactique de l'équipe de France. Mais Griezmann aussi n'est pas en moins. C'est quelqu'un qui est très adroit devant les buts. Et là, aujourd'hui, il a eu 3 occasions. Il a frappé même des 20 mètres, ce qui a fait à ce que le gardien fasse une belle parade. Une belle parade. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de... Pas qu'il n'y a pas eu de réussite, il n'y a pas eu de justesse technique. C'est-à-dire, à partir du moment où on est dans les 5 mètres, il ne faut pas se presser, il faut être concentré. Et là, aujourd'hui, l'équipe de France n'a pas eu sa justesse habituelle pour pouvoir marquer. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la suite? C'est sûr, c'est un tournoi, on doit s'inquiéter et voir dans quelle poule on part après ce deuxième match. Il reste un match, maintenant, c'est de savoir ce que l'équipe de France va produire comme match contre la Pologne, dernier match. Contre la Pologne, même si la Pologne n'a pas dégagé quelque chose de déceptionnel, mais il va falloir gagner, quoi. On va filer du côté de Leipzig pour écouter nos commentateurs. Votre avis, messieurs, sur ce manque d'efficacité de l'équipe de France dans ce match face aux Pays-Bas? Avant de laisser la parole à Patrick, moi j'ai envie de vous dire un truc. Salah, j'entends la voix de Basile. Vous savez ce qu'il a manqué ce soir? Il a manqué à l'équipe de France la niaque de Basile. Moi j'ai trouvé qu'on était vraiment... c'est de la naphtaline, quoi. Ça manquait de gaz, ça manquait vraiment de dynamisme, de puissance, d'envie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les joueurs ne le voulaient pas, mais il ne s'est rien passé sur le terrain. Voilà, c'était électrocardiogramme plat, dans un match assez fermé. Le schéma tactique sera remis en cause. Patrick a été très bon tout au long de l'analyse de cette deuxième mi-temps. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Ça dure très longtemps, ce genre de compétition, si vous ne vous faites pas sortir en 8e. Mais il y a quand même beaucoup à dire, Patrick. Il y a beaucoup à dire. Moi, je pense que je vais revenir sur un joueur. Si vous faites une caméra isolée sur Antoine Griezmann, vous allez voir un joueur frustré par son utilisation et qui est tellement frustré que quand il a même les occasions de but qui sont plutôt évidentes, 2 fois, il se loupe.
la première fois que je vous ai écouté dans le studio, il doit être prêt quand même à la passe de Rabiot. Même si la passe de Rabiot n'est pas idoine, il doit y arriver. Ensuite, celle de N'Golo Kanté, c'est encore la même chose. Même si c'est un petit rebond, c'est comme pas difficile pour lui de faire le bon enchaînement. Il le manque. Un match, je ne vais pas dire qu'il n'a pas été gagné à cause d'Antoine Griezmann, mais sa frustration, qui est supérieure à ce que j'ai jamais vu de lui en équipe de France, a fait défaut pour qu'il se retrouve à être victorieux aujourd'hui. Je ne vois que 2 joueurs au-dessus de la moyenne, Mike Maignan dans les buts et N'Golo Kanté, qui est le joueur qui est au milieu de terrain à tenter des choses. Le ballon par-dessus, la percussion, les dribbles, la frappe. Il aura tout tenté, alors qu'on attendait beaucoup mieux d'autres joueurs dans cette formation. C'est très vrai. N'Golo a été encore exceptionnel. Il est frais, il n'est pas abîmé du tout. Il avait été très bon contre la Pologne et là il a encore prouvé qu'il était encore très utile dans un système qui était un petit peu hybride ce soir parce que, alors, on peut aussi leur trouver des circonstances mal maîtrisées. Mal maîtrisées, ouais. Parlons un petit peu d'Aurélien Tchouaméni. Lui, il revient, il n'avait pas joué depuis longtemps. C'est un match de reprise, c'est compliqué. Mais ce soir, tout le monde s'est un petit peu marché sur les pieds. Oui, mais je reviens sur Aurélien Tchouaméni, moi que j'adore, pas seulement pour ses origines camerounaises, mais c'est un joueur qui aujourd'hui n'a strictement rien tenté. Rien tenté. Donc il est dans son positionnement. On ne l'a pas vu grappiller un million de ballons parce que aussi les Néerlandais n'ont pas beaucoup tenté. Et moi je reviens sur le banc. La qualité qu'a Didier Deschamps doit lui permettre de faire des choix beaucoup plus percutants. Alors, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait ce que les joueurs devaient faire sur le terrain. Ouais. Mais quand vous avez un Kamavinga qui est capable de tenter des choses comme ça, quand vous avez un Barcola qui, sur le côté gauche, est capable de tenter aussi des percées, je pense que... Alors après, lui, il est champion du monde, il a fait beaucoup de choses. Moi, sur le banc, j'ai rien fait. Mais je pense que assis là, là où nous sommes, je peux me permettre de tenter la critique. Voilà, mais surtout, c'est... On se moque de moi là-bas. C'est ça ? Jamais, on ne surtout... pas. Je ne parle plus. Non, mais surtout, ce qui va se faire... Non, mais moi, on connaît notre Didier Deschamps par cœur, il va rectifier le tir. Ce qu'il a vu ce soir, Didier, c'est un compétiteur hors norme. Ce qu'il a vu ce soir, ça ne lui a pas plu. Mais Didier, c'est aussi une machine à calculer. Il sait qu'il prend un point face aux Pays-Bas. Il sait que les Pays-Bas vont se cogner les Autrichiens. Ce qui sera quand même autrement plus dur qu'a priori de jouer contre la Pologne. Donc Didier est tout en maîtrise là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il voit que son équipe n'allait pas bien, mais il a la machine à calculer qui travaille. N'oubliez pas que vous avez à la tête de l'équipe de France l'un des plus beaux palmarès au monde, avec Carlo Ancelotti. Donc je pense qu'il va analyser tout ça et en tirer les conséquences. Oui, mais moi je me dis qu'arriver au 3e match avec la qualification et la première place, c'est aussi un très bon calcul. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon bref, il y a plein de joueurs qu'on avait envie de voir. Ouais. Puis alors après, vous pourrez faire un débat cette semaine sur la VAR, hein, parce que ce qui s'est passé sur le but néerlandais, moi j'ai beaucoup aimé l'analyse à chaud et pas de supporter de Patrick qui a dit le but était valable. Évidemment, moi le but, je suis d'accord, j'ai pas vraiment l'impression que le joueur néerlandais gêne vraiment Mike Maignan. Voilà, donc on a un défenseur, Basile Boli, qui pourra en parler. Ça, il faudra que Basile soit très honnête là-dessus. Mais il y a un autre débat. C'est la VAR, les 7 minutes d'attente là, ou je ne sais pas combien. C'est pour moi. On va y venir. Ouais. Quand vous êtes commentateur, vous voulez pas ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la charnière centrale ? En tant que défenseur, je vais quand même en face. Il y avait Virgile et on avait Upamecano et Saliba. J'aimerais avoir un petit, une réflexion sur cette défense centrale. Ça fait 3 fois qu'ils jouent ensemble. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Ce que j'ai pensé, c'est qu'ils ont réussi défensivement leur match. Ils étaient positionnés, ils ne se sont pas vraiment fait prendre à défaut. Il n'y a rien de flagrant à ce niveau-là. Ce que je n'ai pas aimé, Basile, c'est la relance. On n'a pas voulu tenter quoi que ce soit. Upamecano, avant qu'il n'arrive au Bayern, on le voyait prendre le ballon, faire des choses. Depuis,
c'est plutôt je ne risque pas, et en équipe de France, c'est je ne risque plus. Saliba, je le sais, c'est pas un joueur créateur, c'est pas un joueur qui va tenter des infiltrations dans le milieu de terrain adverse. Mais j'aurais voulu, là où c'était, comme vous le disiez, le calme plat, que ça vienne un peu des défenseurs de créer une incertitude. Là, j'ai le ballon, je le prends. Même si j'ai 20 mètres devant moi, je n'avance pas d'1 mètre, j'attends et je rends le ballon en attendant qu'un milieu veuille bien prendre ce ballon et tenter des choses. Là, j'ai été déçu. Mais si vous me dites défensivement, même face à la charnière en face de Vra et Van Dijk, qui était elle aussi pas vraiment mise à mal, il y a eu une forme d'équité. Si je fais un peu d'ironie, Basile, je vous dirais que la France, après 2 journées, a la meilleure défense du tournoi avec 0 but encaissé. Voilà. Pour moi, le meilleur joueur de l'équipe de France, pour moi, même si j'ai vu N'Golo Kanté courir partout, mais Marc Maignan a été le meilleur joueur pour moi parce qu'il était décisif. Très bon, très bon. Patrick Non, Mboma mais nous a parlé de Antoine. Ah, pardon. Allez-y, Solange. Allez-y. Patrick Mboma nous a parlé de Antoine Griezmann et de sa frustration. On va l'écouter. Toegebracht worden en dan. On va attendre avant de retrouver Antoine Griezmann. Ouais, ça me reste dans les pieds. Donc voilà, c'est vraiment dommage. C'est ce qui nous manque, je crois, sur les 2 matchs. Donc le travailler. Et voilà, je crois que défensivement on a été bon, tactiquement on a été bon. Il nous manque ce but pour les attaquants. Donc voilà, tranquillité, ça va arriver. Il nous manque ce but, ce sont les mots d'Antoine Griezmann. Daniel, vous êtes d'accord avec lui? Absolument. Que l'efficacité, finalement. L'efficacité. Après, ça ne repose pas que sur lui. Il y avait Thuram, il y avait Dembélé, donc ils ont des responsabilités aussi. Après, Griezmann, c'est sûr, en l'absence de Mbappé, on a un peu mis tout sur lui, mais voilà, il y a d'autres. Après, il a manqué de réussite. Il n'a peut-être pas fait les bons gestes sur la finition, mais on espère que ça viendra, tout simplement. Vous voyez Deschamps être positif par rapport au fait d'avoir encaissé 0 but, mais il y a un seul but pour l'équipe de France depuis le début de la compétition, c'est le contre-son-camp de Weber. Ouais, ça c'est sûr. Ça peut amener à se poser des questions, on peut être inquiet, mais voilà, sur un match, ce qui est beau dans le foot, c'est que sur un match, on peut tout remettre à plat. Il suffit que le prochain match, on gagne 3-0, et donc voilà, la machine, elle est repartie. À lui de trouver l'équilibre, le juste équilibre entre les joueurs, et je pense que ce soir, il va tirer des leçons pour le prochain match. Moi, je suis encore confiant pour l'équipe de France, je ne suis pas inquiet. Il y a une situation forcément qui a retenu notre attention, ce but refusé pour les Pays-Bas avec Bruno, l'intervention de la VAR. On est à la 69e minute avec une action des Pays-Bas qui, c'est après un temps fort français. Hein. On voit un premier arrêt de Maignan. On va voir donc Xavi Simons qui va trouver la faille et tromper Maignan. Et là, il y a une position de hors-jeu de Dyson Dumfries qui va être donc signalée par l'arbitre assistant. Bon, après, il va y avoir utilisation de la VAR, ça va durer un temps interminable, 4-5 minutes. Alors, ils estiment que l'attaquant Batave, donc, intercède dans le jeu, influence le gardien de but. Quand je revois les images, je suis entièrement d'accord avec Patrick Mboma. Pour moi, ce but aurait dû être valable. Regardez, il ne bouge pas, il ne gesticule pas, il ne se déplace pas, il n'obstrue pas la vision du gardien. Pour moi, il n'influence pas le jeu. Ce but aurait dû, pour moi, être validé. Comment expliquer que cette décision ait pris autant de temps? Je cherche à répondre, je cherche à avoir la réponse et je n'ai pas la réponse. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 4-5 minutes pour voir que l'attaquant n'influence pas, quoi. Alors certes, des fois, il faut prendre son temps pour au final prendre la bonne décision. Il y a des cas, des situations de jeu où c'est plus difficile à détecter. Là, en l'occurrence, regardez. Plus on regarde, plus on se demande pourquoi il refuse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, au coup de sifflet final, tous les Bataves sont allés voir l'arbitre pour demander des explications. Il n'y avait pas d'agressivité, mais... Je pense qu'aux Pays-Bas, on va beaucoup parler de ce but refusé. Ouais, Bruno, là, apparemment, c'est sur un hors-jeu. Je suis d'accord que le but doit être accepté. Mais la VAR on va encore mieux regarder. Voilà, la VAR. Pourquoi il gêne? Il gêne pas du tout. Il gêne pas du tout. Et la VAR nous dit. Mais il gêne. Non, ils disent que c'est un hors-jeu parce qu'ils ont mis la ligne entre. Non, mais je suis d'accord avec toi, Basile.
Si la VAR avait estimé que la décision prise sur le terrain n'était pas appropriée, elle aurait averti l'arbitre, elle a dit non, le but est valable. Ça veut dire que dans la VAR, enfin dans le centre VAR, là où sont les arbitres VAR, ils ont la même réaction que les arbitres sur le terrain. Donc ils sont d'accord tous ensemble. Ben moi non. Pourquoi la VAR, on n'arrivera jamais à être d'accord avec la VAR? Ben pourquoi? Parce que arbitrer, il faut savoir, je l'ai souvent dit, arbitrer c'est interpréter. Et par définition, interpréter, c'est très subjectif. Vous voyez, on est 5 là, bon, on est tous d'accord, pour vous, il n'y a pas hors-jeu. Pas action de jeu. Non. Ah non, Il aurait dû être validé. Le débat est ouvert. Bon, c'est rare qu'il y ait l'unanimité. Mais il y a des situations, des fois c'est noir, des fois c'est blanc, mais très souvent c'est gris. Et il faut prendre une décision. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est très clair, quoi. C'est blanc, il n'y a pas hors-jeu. Mais ça, c'est que mon interprétation. On a eu... on repart au post-com avec Christian Jean-Pierre qui va s'exprimer à ce sujet. Ouais, je trouve que ce débat avec Basile et Bruno Derrien est super intéressant. Parce qu'en fait, ce que je comprends bien dans le discours de Bruno, c'est que les arbitres sont des directeurs de jeu. Moi, j'aime bien ce mot-là, directeur de jeu. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'à un moment, l'arbitre il doit prendre ses responsabilités et il doit aller voir le truc et dire, ben non, écoutez, pour moi, c'est valable et le but est validé. Et j'ai trouvé que là, sur les 5 minutes, c'était pas possible. Patrick, qui est un ancien grand joueur, l'a vu en temps réel. Vous avez un arbitre, une référence en France, Bruno Derrien, qui vous dit la même chose. Je ne veux pas dire qu'on a les plus intelligents du monde, même si j'aime beaucoup Patrick et Bruno. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2 minutes de plateau sur New World TV, on a décortiqué une action qui prouve bien que ce but aurait dû être valable. Et je trouve dommage que l'arbitre doit être un directeur de jeu. Et je trouve que la VAR enlève la responsabilité des arbitres. C'est une déresponsabilisation. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. On reproche qu'on puisse faire à la VAR. Et c'est un vrai problème. Qu'on déresponsabilise totalement l'arbitre. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, et Christian aussi, tu as dû le remarquer, c'est la seule action où l'arbitre ne se déplace jamais au bord de la touche pour voir s'il y a hors-jeu ou pas. Quand il y a un penalty, quand il y a un carton rouge ou un carton jaune, il se déplace. Quand il y a une situation de penalty, il se déplace. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de refuser un but, pour hors-jeu, il ne va jamais vérifier les images. C'est-à-dire qu'il fait confiance à l'arbitre assistant VAR, qui est un arbitre assistant. Donc voilà, il prend sa décision auprès de lui. Et ça, c'est pas normal. Je pense que tu as raison. L'arbitre principal, c'est le directeur de jeu. C'est à lui que revient la décision finale. Et en l'occurrence, il aurait dû aller au bord de la touche, voir les images et se faire son propre avis. Peut-être aurait-il partagé le même avis que les autres. On le saura jamais. Au moins se déplacer. Mais au moins, il se serait déplacé et au final, on ne lui aurait pas imposé la décision. On va laisser Christian conclure sur le point d'arbitrage, voir qui n'a pas fini de faire parler. Non, ouais, ça là. Donc je voudrais revenir sur une de vos réflexions qui m'a fait rire, enfin qui m'a rappelé un cauchemar. Vous avez eu raison. Vous avez dit, c'est simple. La France a joué 2 matchs et le seul but qu'elle a marqué, c'est un CSC. Quand je vous ai entendu dire cette phrase, j'ai revu Patrick, les fantômes de 2002. On était parti en Corée au Japon avec le meilleur buteur du championnat anglais, le meilleur buteur du championnat italien, le meilleur buteur du championnat français. Et on était sorti avec 0 but. Donc j'espère que ça là, vous ne portez pas la poisse et que c'est pas l'œil, parce que quand vous avez dit cette phrase, 2 matchs, un CSC, je me suis dit non mais d'une pipe, quand on voit les attaquants qu'on a, non mais on peut pas imaginer ça 2 secondes quoi. Non, mais ça reste le foot. Voilà. On vous remercie Patrick Boma et Christian Jean-Pierre pour vos analyses toujours très pertinentes. On se revoit bientôt. Merci à Patrick et Christian Jean-Pierre. On va écouter, juste avant, qui est selon vous l'homme du match? Moi, c'est Marc... Mike Maignan. Maignan aussi. N'Golo Kanté. Ok. Moi, je l'avais dit tout à l'heure, c'est N'Golo Kanté. On va écouter l'homme du match, N'Golo Kanté. Bonne réponse, Solange. Ouais, exactement, un sentiment mitigé. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On était bien défensivement, offensivement, on a eu pas mal d'occasions. Mais la déception, c'est de ne pas avoir marqué et de ne pas avoir la victoire qui nous permettrait d'être qualifiés dès ce soir. Qu'est-ce qui vous manque? Parce que c'est vrai que cette rencontre, vous l'avez dominée face aux Pays-Bas ce soir. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On était mieux que le dernier match. Il faut continuer, il y a encore des choses à améliorer. Et il faut se préparer pour le dernier match et espérer avoir la première place. En tout cas, N'Golo Kanté est là, présent pour l'équipe de France et pour faire mieux encore pour le prochain match. Obligation l'emporter face à la Pologne. C'est ce qu'on veut. On veut gagner tous les matchs et on espère qu'on aura un meilleur résultat la semaine prochaine.
2 matchs pour l'équipe de France, 2 trophées d'homme du match pour N'Golo Kanté, même si ce n'est pas spécialement l'avis que vous partagez. Mais au moment du temps fort de l'équipe de France en deuxième mi-temps, c'est lui qui montre l'exemple. Bien sûr, quand je parle d'être décisif, Marc Maignan a sorti 3 ballons importants. Et dans le jeu, pour moi, N'Golo a été au four et au moulin, comme d'habitude. Il a commencé à un rythme. Il n'a pas été décisif. Il n'a pas été décisif. Il a eu une fois une passe décisive qu'il a faite à Griezmann. Et il a aussi fait pas mal de décalage. Il est sorti beaucoup plus que Tchouaméni, par exemple. Il a porté beaucoup à l'attaque. Sur le terrain, ça a été le meilleur. Mais je veux dire que, en tant que footeux, la personne qui a été décisive pour moi, c'est Marc Maignan. C'est gardien. Daniel, le match de N'Golo Kanté, encore une fois, sur notamment cette deuxième mi-temps. Fidèle à lui-même, comme au premier match, en fait, il a fait son devoir, son travail. Voilà, c'est quelqu'un de très actif. En plus, il apporte beaucoup défensivement, offensivement. Donc, il est dans la continuité. Après, pour parler du gardien Maignan qui a fait 2 arrêts extraordinaires, je veux dire, comme je te disais un peu tout à l'heure, c'est son rôle, c'est son métier. C'est son travail. Il est là pour ça. Mais tout le monde ne le fait pas bien. Oui, voilà. Donc, heureusement qu'il nous sauve. Donc, Mais je trouve qu'on ne met pas souvent assez en valeur les gardiens. C'est vrai. Parce que là, par exemple, il y a un rebond à 2 mètres et il arrive quand même à mettre ses 2 mains fermes, ce qui est très important. Vous savez, quand on est acculé comme ça par les attaquants et que le gardien sort 2, 3 occasions décisives, on est plus en confiance, et on est plus attentif, quoi. Parce que le gardien, même s'il fait son travail, la défense, il faut absolument qu'on arrive à repousser, quoi. Donc là, je trouve que N'Golo a fait un match comme la semaine dernière, exceptionnel. Mais Marc Maignan, aujourd'hui... Vous êtes team Mike Maignan aujourd'hui. Voilà. Ok. Je suis plutôt Marc Maignan. On va voir s'afficher le classement de ce groupe D après 2 journées, à l'issue des deuxièmes journées, avec Pays-Bas en tête du groupe devant la France, l'Autriche qui a battu la Pologne et 3e du groupe, et enfin la Pologne ferme la marche. Il y aura une 3e journée avec beaucoup de suspense, et notamment un bouillant Pays-Bas-Autriche pour conclure cette phase de poule. Vous faites un petit peu la moue, Basile, quand je vois avoir ce classement. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est normal. Ça va être serré. Vu les matchs qui se sont passés, qu'on a vus depuis, je crois que l'équipe la plus faible, évidemment, c'est la Pologne. Donc la France doit faire la différence en goal average et compagnie pour se retrouver première. Mais bon, là, le match Autriche-Pays-Bas, les Pays-Bas, l'Autriche nous a montré quand même quelques qualité offensive, donc il va falloir s'attendre à un match très physique. Actuellement, la France est 2e parce qu'ils ont marqué moins de buts que les Pays-Bas. Hein. Et cette 2e place, elle peut avoir... Et ça peut vraiment changer la dynamique du tournoi. Ouais. Et ils nous ont ramené, ils nous ont ramené en 2002, mais je ne pense pas que ça va se passer comme ça. La France n'a pas marqué un but. Oui, mais si on n'est pas premier, la France risque de tomber rapidement. Oui. Sur des grosses nations comme l'Allemagne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Notamment, c'est l'idée pour l'équipe de France et surtout pour Didier Deschamps. Le tableau ne sera pas le même si on fait d'éviter l'Espagne notamment et l'Allemagne. Donc, il va falloir faire le travail lors du dernier match face à la Pologne. Les Pays-Bas battent la Pologne, ça changera rien. L'Autriche. Ouais. L'Autriche, pardon. Les Pays-Bas seront premiers. Ça dépend du nombre de buts. Si la France marque plus de buts, si les 2 équipes gagnent, si la France marque plus de buts, l'équipe de France peut se retrouver. C'est le goal average qui va changer. Le goal average, le nombre de buts. Après le 3e critère, donc il y a peut-être une pression supplémentaire. Daniel, l'équipe de France. Il y a des chances pour le dernier match que Mbappé puisse rejouer, je pense. Donc là, ce soir, on a vu clairement quand même qu'il a manqué. Il a manqué ? Oui, il a manqué. Après, on voit ce que l'équipe de France a fait. J'avais un peu misé sur Thuram, mais bon. Ouais. Je suis un peu déçu. Le choix n'est pas payant. Non, je pensais qu'il allait mettre Barcola à la place de Coman, Barcola qui va droit au but, même si Coman, c'est un feu follet qui déborde, qui met pas mal de ballons en retrait. Mais je pensais à l'entrée de Barcola qui est plus décisive droit au but, quoi. Malheureusement, je pense que le match contre la Pologne, il va mettre une option offensive. Une option offensive. Demain, messieurs, il y a un gros choc magnifique de cette UEFA Euro 2024 et ça sera sur New World TV, un choc entre la Turquie et le Portugal. Bande annonce.
13h GMT dans le groupe F, Géorgie, Tchéquie, suivi de Turquie, Portugal à 16h GMT. Enfin, le dernier match du groupe opposera la Roumanie à, j'ai plus la dernière équipe en tête, désolé dans mes fiches. Roumanie-Belgique. Roumanie-Belgique, voilà, le choc de ce groupe. Et la Belgique qui va devoir se réveiller. On va écouter une personne qui est importante pour la Belgique, Solange. Oui. Le sélectionneur Tedesco. Allez, on l'écoute. Qui vient en soutien à Romelu Lukaku. On l'écoute. Oh no, definitely not, because Rom is, he's not 20 years old anymore. Quel conseil il pourrait donner à Lukaku? Nowadays you have 20 dit qu'il n'a pas spécialement de conseils à lui donner. C'est un joueur qui sait ce qu'il doit faire. Il a marqué beaucoup de buts. Il est très professionnel. Et il compte sur lui pour marquer lors de ce match face à la Roumanie. C'est vrai que Lukaku est un grand joueur et il lui fait confiance pour la suite de la compétition pour marquer des buts. Il n'a besoin de rien du tout. Il est fantastique. Voilà, il n'a pas besoin de donner plus de conseils que ça. Daniel Cousin, vous avez vu le match de Lukaku. Ça n'a pas été simple pour lui. Des buts refusés, mais pas seulement, aussi des occasions manquées. L'entraîneur, il est obligé finalement de redonner de la confiance à son joueur. Il est obligé parce qu'il n'a pas non plus beaucoup de choix. Et Lukaku, c'est un grand joueur. Donc, comme il a dit, c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts, qui apporte énormément. Donc, il lui renouvelle sa confiance. Et puis, il reste c'est un match important. Il a encore le temps de prouver que c'est un grand joueur. Basile, comment redonner de confiance à un attaquant comme Lukaku? Déjà, c'est le rôle de l'entraîneur de pouvoir reprendre la place du joueur en disant c'est un professionnel, etc. Ça fait pas mal de temps quand même que Lukaku vendange comme ça devant les buts. Et pour les attaquants, il suffit d'avoir ce petit brin de chance où on marque un but, 2 buts. Et puis Cristiano parlait de ketchup, c'est le premier, après tout arrive, comme le ketchup. C'est ça? Voilà. Donc je pense qu'il n'a pas perdu ses qualités. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir tenter. Quand un attaquant tente beaucoup de choses devant les buts, il se fait remarquer. Même s'il rate, il peut avoir un jour où il a beaucoup plus de chance. Et voilà. Mais je pense que Lukaku doit se rattraper dans ce match. Ce match très important. Il les a, les occasions. Un attaquant qui n'a pas d'occasion, on se pose des questions, mais lui, il les a. Il les a, donc il fait la moitié du chemin. Voilà. L'efficacité, la fameuse efficacité. Voilà, il va retrouver la confiance et ça va aller. Comme il disait Basile, le plus important, c'est d'avoir le soutien de son entraîneur. C'est ça le plus important. Messieurs, je sais que vous aimez pas mal les réseaux sociaux. On va voir le meilleur de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, justement, dans cette Euro. C'est le papato de l'Euro. I do a lot of interviews, post-match interviews with players. I never do this. Well played. Oh, there you go. Fantastic. See you. Cheers. Elle est belle, elle est très belle cette image entre père et fils. C'est beau. Non, c'est beau de voir ça, son père qui interviewe le fils qui est aujourd'hui joueur. Mais déjà, en supporter, c'est les Hollandais les meilleurs. Hein. Ça y est, ils ont gagné avant la fin de la compétition, ça y est. Ils ont mis le coup du marteau sur l'Euro, c'est fini. C'est autre chose. Et là, on n'en parle plus. Et là, cette image avec Schmeichel et son fils, c'est Peter et Casper. C'est parce que c'est la même couleur que chez vous. Non, c'est pour ça. L'orange, c'était ça. Vas-y, je suis déçu. Je suis déçu. Ils s'en rendent même pas compte en vrai. En fin d'émission, vous le glissez comme ça, je suis très déçu. C'est les ambianceurs, les bâtards. Franchement, même quand on joue un match amical contre la Hollande,
on est sûr d'avoir des supporters mais vraiment extraordinaires. Ça soit n'importe quel stade, ça soit on joue en France, on joue chez eux. De toute ma carrière, quand j'ai joué contre la Hollande, il y a toujours eu vraiment une ambiance fantastique. Ils ne font pas le coup du marteau, mais ils font quelque chose de ressemblant. Allez, l'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de production, à la rédaction pour votre excellent travail. On se donne rendez-vous demain à 15h dans Tam Tam. Mais avant ça, rendez-vous dans Rond Central. N'oubliez pas que vous pouvez regarder tous les matchs de l'Euro dans les langues de votre choix, en Ewe, en Bambara, en Wolof, en Djoula, en Lingala et en français. À demain. Et on se quitte avec les meilleurs buts de la journée. Enfin, les meilleures occasions plutôt.